Je ne pense pas que le Tchad ait un agenda défini pour rejoindre l'AES formellement. Bonsoir à tous. Nous recevons ce soir Sidi Kaba, journaliste, écrivain, chercheur associé et président du Centre international d'études et de réflexion du Sahel, le CIRES. Bonsoir Sidi. Bonsoir. Merci d'avoir notre invitation. Avec vous, on parlera principalement du Tchad, du Tchad qui a mis fin à ses accords de défense avec Paris. On a demandé à Jean-Marie Bockel, l'envoyé spécial du président Macron, qu'on avait reçu sur nos plateaux ici le mercredi 8 janvier, quelle était sa réaction, comment il comprenait cette rupture. Je vous laisse l'écouter et après, on va réagir ensemble. Le Tchad, c'est un petit peu différent parce que, il faut parler franchement, je ne suis pas non plus là devant vous pour tenir la langue de bois. Lorsque j'ai présenté mon rapport qui avait vocation à devenir public et à être transmis au pays, au président Macron, le 25 novembre dernier, on a évoqué tous les pays, y compris la qualité de la discussion que nous avions suite à mon déplacement au Tchad avec ce pays, avec les responsables de ce pays. Les chefs d'État s'étaient rencontrés. Bon, il y avait eu pendant l'été un froid lié à la question des biens mal acquis, qui avait créé une incompréhension chez le partenaire tchadien. Mais évidemment, le président français lui a expliqué, comme chaque fois qu'on est confronté à cette question des biens mal acquis, que nous avons une justice indépendante, que pour nous, ça n'est pas une affaire de qualité de la relation entre les pays, entre les exécutifs. Et je dois dire d'ailleurs, pour l'avoir moi-même rencontré le président Déby à Villers-Cotterêts au moment du sommet de la francophonie, alors qu'il avait vu le président Macron longuement la veille, qu'à ce moment-là, et nous sommes quand même début octobre, la relation est de bonne qualité, la perspective de partenariat nouveau en matière de défense est assez clairement consensuelle. Et le 25 novembre, encore une fois, quand je vois le président Macron pour lui remettre mon rapport, on ne voyait pas de difficulté. Et quand il y a eu donc ce communiqué de presse 3 jours après, juste après le passage du ministre Barrot, très honnêtement, cela nous a surpris. Et cela m'a surpris, cela a surpris le président. C'est un coup de sang de sa part. Vous parlez de la part de qui? Du président Déby. Moi, je n'ai pas, comment dirais-je, à exprimer un point de vue sur les positions souveraines d'un pays souverain. Et donc, moi, je lui laisse l'entière responsabilité de ses propos. Simplement, ce que je vous ferai observer, c'est que, premièrement, la réaction française a été immédiatement de dire « nous prenons acte et nous respectons ». Deuxièmement, de commencer le processus de départ en bon ordre et en bonne entente. Donc nous n'avons en quelque sorte rien à nous reprocher. Et si vous me demandez le fond de ma pensée, le fond de ma pensée, c'est que on avait bâti, à la demande de nos amis tchadiens, et je suis bien placé pour le dire, un processus de réduction importante sur les 3 bases existantes, avec une évolution du partenariat dans les domaines que j'évoquais tout à l'heure, sur la formation, le soutien, l'entraînement, le renseignement, etc., et les équipements également. Certains ont pu dire qu'il ne s'était ensuite rien passé après qu'il y ait eu ce point d'accord en début d'année. Ce n'est pas vrai, naturellement. Il s'est passé qu'un travail important s'est fait entre les responsables des 2 pays sur tous les aspects où des demandes avaient été formulées. Donc, au fond, le climat était vraiment de bonne qualité. Au début de ses propos, il met en avant les poursuites du parquet national financier français contre le président, le maréchal Déby. C'est un motif qui a froissé le président tchadien pour annoncer cette rupture, selon vous? Non, ce n'est pas l'élément qui a été le plus déterminant. C'est évident que le président tchadien a manifesté sa mauvaise humeur lorsque le parquet national financier a ouvert son enquête. Du côté tchadien, on dit non pas que l'enquête elle-même ait été ouverte, mais que la diplomatie française n'ait pas eu la courtoisie d'informer N'Djamena. Dire que cette enquête existe dans un pays où la justice est indépendante, mais nous tenons cette information à votre portée. Et du côté tchadien, on a été froissé d'avoir connaissance de cette information dans la presse. Donc c'est venu alourdir le climat.
Mais entre-temps, il y a eu ces rencontres qui ont permis de dégeler. Ça n'a pas été l'élément le plus déterminant, comme sous le père Déby en 2008 et en 2019, c'était qu'il participe à la formation, à l'encadrement des forces armées tchadiennes. Un autre mandat. Et à mon avis, les choses ne se sont pas bien passées à deux moments. Le premier, c'est que lorsque le Tchad a été attaqué, dans la base de Boko Haram, quand Boko Haram a attaqué l'armée tchadienne et qu'il y a infligé de lourdes pertes, le président Déby avait lancé l'opération Askanit pour éradiquer, pour prendre la revanche par rapport à ce que Boko Haram a fait. Et du côté tchadien, on dit que l'armée française n'a pas apporté à son homologue tchadien l'assistance qu'elle aurait pu lui fournir. Malgré la sollicitation. Et c'est pour cela, d'ailleurs, lorsque vous lisez le communiqué, on parle d'absence de valeur ajoutée, qu'on ne voit pas la valeur ajoutée de la présence militaire parce que cette assistance n'avait pas été apportée. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, à mon avis, la deuxième hypothèse forte, c'est que l'entretien entre le président, le ministre Jean-Noël Barrot et le président Déby ne s'était pas totalement bien passé, au moins sur un point. On parle de deux points, mais moi je crois que la question de le Tchad qui sert de relais pour les Émirats arabes unis, qui soutiennent en face dans la guerre qui oppose le président Al-Bourhan et Hameti, le patron des forces de soutien rapide, le Tchad a été régulièrement accusé de servir de base arrière à l'aéroport de Amdjaras, était utilisé d'après certaines sources et la France a relayé, par le passé déjà, elle a relayé. Et puis, d'après ce que l'on a appris, le ministre Barrot a évoqué cette affaire et le Tchad n'a pas aimé cette intrusion dans ce qu'il considère. Et c'est pour ça qu'on a parlé de souveraineté, que le Tchad est devenu un grand pays qui décide pour lui-même. Donc l'entretien ne s'étant pas bien passé, ça a pu précipiter les choses puisque le communiqué a été publié pendant que le ministre était dans son avion, qu'il n'a même pas atterri à Addis Abeba. Donc ce sont ces éléments, à mon avis, qui ont précipité la décision tchadienne, qui, comme a dit Bokel, initialement n'était pas celle-là. C'est un coup de sang alors? Je ne pense pas. C'est une accumulation de facteurs. Et le Tchad aussi a surfé sur la dynamique régionale, puisque le Sénégal a dit en même temps, le même jour presque que le Tchad, et le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Donc il y a une dynamique sous-régionale. Le Tchad a pu surfer sur cela, a profité de cette occasion. Il y avait aussi des élections législatives en ligne de mire. Ça a peut-être joué aussi ou pas? Ah oui, non, mais je pense que ça compte tenu du contexte, puisque les législatives dont on vient de connaître... remportées par la majorité présidentielle. La majorité, c'est presque une hyper victoire du camp présidentiel, du MPS. Et le fait qu'il y ait eu des critiques sur le caractère non inclusif de cette élection, je pense que ça aussi, ça a été un facteur pour que le Tchad au moins gagne la sympathie, le pouvoir gagne la sympathie au moins de ceux qui n'étaient pas favorables à la présence militaire. Et comme vous avez pu le voir, il y a eu des manifestations en N'Djamena, à Abéché, pour saluer la décision du pouvoir. Le pouvoir, quand il y a des manifestations comme ça dans la rue, il est plus habitué à être contesté qu'à être célébré. Donc, quand il y a des manifestations comme ça, c'est clair que c'est à mettre à son crédit. Et le maréchal Déby a répondu aux propos polémiques du président Macron qui disait qu'on a oublié de nous dire merci. Sur le maréchal, je voudrais, il s'exprime dans ces termes, je voudrais exprimer mon indignation vis-à-vis des propos tenus récemment par le président Emmanuel Macron qui frise le mépris envers l'Afrique et les Africains. Je crois qu'il se trompe d'époque. Est-ce qu'on peut dire, c'est dit que la rupture est consommée entre les deux hommes? En tout cas, elle est arrivée à un point inédit. C'est rare que le Tchad entre dans une sorte d'opposition, de confrontation presque avec la France. Et c'est plutôt, par le passé, le Tchad a été perçu comme un allié même docile. Parce que, pardon, c'est dit que le président Macron s'est rendu aux obsèques de son père. Il était le chef d'État en avril 2021 à être là, et beaucoup disent qu'il a adoubé la succession dynastique. On a du mal à comprendre aujourd'hui. Donc, je crois que le président Macron aussi a commis une grave erreur dans son propos, puisque le Tchad n'est pas le seul à s'être indigné. Le ministre Sonko aussi a fait preuve d'indignation. Il y a une sorte d'onde de choc
que les propos de Macron ont provoqué sur le continent, et ça peut se comprendre, à la fois sur la forme et sur le fond. Le registre qu'il a utilisé, parlant de politesse, parlant d'ingratitude, et puis bon, sur le fond même, beaucoup étaient totalement dire qu'il n'y a pas eu de reconnaissance, c'est totalement... Oui, absolument. Son père, il était le chef d'État en avril 2021 à être là, et beaucoup disent qu'il a adoubé la succession dynastique. On a du mal à comprendre aujourd'hui. Donc, je crois que le président Macron aussi a commis une grave erreur dans son propos, puisque le Tchad n'est pas le seul à s'être indigné. Le ministre Sonko aussi a fait preuve d'indignation. Ouais. Il y a une sorte d'onde de choc que les propos de Macron ont provoqué sur le continent, et ça peut se comprendre, à la fois sur la forme et sur le fond. Le registre qu'il a utilisé, parlant de politesse, parlant d'ingratitude, et puis bon, sur le fond même, beaucoup étaient totalement dire qu'il n'y a pas eu de reconnaissance, c'est totalement inexact, puisque comme tout le monde sait, quand Hollande était arrivé à Tombouctou en 2013, il a été célébré, et il a même eu une formule disant que c'était le plus grand jour de sa vie politique, parce que tellement il était célébré, il était au zénith de la célébration. Et puis, vous savez, beaucoup de petits-enfants à leur naissance avaient pris le nom de François Hollande. Certains ont été nommés Damien Bouté à l'époque au Mali, parce que Damien Bouté étant le premier soldat français qui a été tué lors de cet engagement. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de reconnaissance. C'est pour ça que je pense que ça a suscité cette levée de bouclier sur le continent, et y compris de là où on ne pensait pas. Au Tchad, le président a été très clair, a tenu des propos, à mon avis, ça mettra du temps à se cicatriser. Mais c'est dit que certains accusent aussi le Tchad de se tourner vers d'autres puissances comme les Émirats arabes unis ou la Russie. Non, le Tchad, je crois que compte tenu du contexte, il y a de la diversification. Ouais. Vous savez, le Tchad avec le Niger et le Mali était un des rares pays qui n'avait pas de relations avec Israël. Mais depuis un moment, depuis quelques années, le Tchad s'est rapproché d'Israël. Benjamin Netanyahou était venu en N'Djamena. Donc le Tchad est dans une ouverture et dans une politique de diversification de son partenariat. Et le président Mahamat Idriss Déby s'est lui-même rendu à Moscou. Le ministre Lavrov est venu en N'Djamena. Donc il y a une volonté de diversification. Mais je crois que les Tchadiens ont levé toute ambiguïté en disant qu'on ne remplace pas un maître par un autre. Que nous, ce qu'on veut, c'est la diversification de notre relation. Il n'y a pas que la Russie. Beaucoup de gens font une sorte de fixation sur la Russie quand on parle de l'Afrique subsaharienne. Mais il n'y a pas que la Russie, il y a aussi la Turquie, avec laquelle le Tchad a des relations très, très, très intenses. En tout cas, le président a mis en avant la puissance de frappe de son armée. Vous qui connaissez un peu bien le Sahel, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que l'armée tchadienne est totalement souveraine et équipée pour combattre n'importe qui? Je crois qu'on peut raisonnablement le dire. En dépit de ce qu'on a vu, les effets de surprise de Boko Haram, l'armée tchadienne est une armée très aguerrie, très offensive. Et l'essentiel du pétrole, l'essentiel de l'argent du pétrole, c'est ce que les Tchadiens disent. L'essentiel de l'argent du pétrole que le pays a engrangé a servi à l'achat d'armes. Et aujourd'hui encore, l'armée tchadienne a une puissance de feu, en tout cas dans la sous-région, puisque comme vous savez, dans le cas de Boko Haram, sur lequel j'ai travaillé, l'armée tchadienne était venue à la rescousse même du Nigeria, puissant voisin, à la rescousse du Cameroun, à la rescousse du Niger. Et donc elle a fait un travail, et à mon avis, aujourd'hui encore, l'armée tchadienne a une capacité de frappe, a une mobilité, a des choses qui lui permettent de pouvoir défendre le territoire national. Et comment on peut interpréter cette tentative d'assassinat quasiment contre le président, le maréchal Déby, la semaine dernière? Quel est le message qui ressort un peu de tout ça? Non, je crois que cette affaire n'est pas très claire, comme on attend que ça soit totalement élucidé. Beaucoup de gens font des hypothèses. Je ne pense pas que les gens soient suicidaires à ce point. Venir avec aussi peu de matériel pour se lancer à l'assaut d'un palais présidentiel qui est sans doute un des mieux gardés du continent. À mon avis, on va attendre de voir vraiment les circonstances exactes dans lesquelles cela se passait, mais ça me paraît vraiment une opération suicidaire, puisque ceux qui sont venus à peu près n'ont même pas, c'est pas une colonne. D'habitude, quand les gens essaient de prendre le pouvoir en N'Djamena, même c'est des colonnes de 400 camions, 400 véhicules qui viennent du Soudan pour se lancer à l'assaut, comme on a pu le voir en 2008. Mais là, vraiment, c'est une opération d'amateur. Vraiment, je suis sûr que peut-être que les gens ont voulu attirer l'attention, mais il y avait peu de chances que ça aboutisse. Et dans la zone de l'AES, le capitaine Ibrahim Traoré a réagi à la décision tchadienne de dénoncer les accords de défense avec la France. On va écouter le propos du capitaine Ibrahim Traoré et on va réagir par la suite.
Ils ne partiront pas de certains pays. Ils ont juste dissous le dispositif. Vous ne les verrez plus dans des bases, mais dans les ambassades, ils seront là. Ils vont constituer des sociétés de sécurité pour sécuriser leurs sociétés qui existent dans ces pays-là. Mais les soldats seront là. Mais vous ne les verrez plus en tenue ou rassemblés dans des bases. C'est tout ce que ça veut dire. Ils vont se réorganiser, mais seront là. Il a parlé de politesse vis-à-vis de certains chefs d'État en leur donnant la primauté d'annoncer donc la rupture ou le départ des forces françaises. Ça nous importe peu, on peut dire. Mais tout ce que nous savons, c'est que si vous voulez une rupture avec ces forces impérialistes, c'est simple, on dénonce les accords. Tout commence par là-bas. Et je pense que l'exemple du Tchad, en tout cas, est palpable. Ils ont commencé par dénoncer les accords. Sinon, si on ne dénonce pas les accords, juste dire que les bases quittent, on n'a rien fait. Parce que le problème se trouve dans les accords coloniaux de défense qui ont été signés depuis l'indépendance. Le capitaine Ibrahim Touré, président du Burkina Faso, faut-il voir un réel rapprochement entre le Tchad et les pays de l'AES? Oui, il y a toujours eu des affinités. Et les pays de l'AES ont toujours considéré le Tchad comme un partenaire. Lorsqu'il y a eu les premières manœuvres militaires de l'AES en mai 2024 à Tawa, dans le nord-ouest du Niger, le Tchad était avec le Togo les deux seuls pays invités. Il y avait les pays de l'AES, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, leurs armées, et il y avait le Tchad et le Togo. Le Togo a raison de relations diplomatiques et le Tchad aussi en raison des affinités. Je crois que les pays de l'AES ont toujours espoir que le Tchad les rejoigne. Et stratégiquement, ce n'est pas une mauvaise chose. Vous savez, un pays comme le Niger fait face à une menace terroriste sur sa zone nord-ouest, frontalière avec le Burkina et le Mali, mais aussi sur sa zone sud-est, là où il y a Boko Haram, c'est dans le lieu du lac Tchad. Donc pour le Niger, la coopération militaire avec le Tchad est une bonne chose. Je crois qu'il va y avoir une évolution, même si le Tchad ne rejoint pas l'AES formellement, la coopération entre le Tchad et l'AES va se poursuivre à la fois sur le plan diplomatique et sur le plan militaire. Mais l'ambassadeur du Tchad qu'on avait reçu ici, l'ambassadeur du Tchad à Paris qu'on a reçu ici sur nos antennes, écarter un peu cette option-là de rejoindre l'AES. On va l'écouter aussi après. Est-ce que le Tchad envisagerait un jour de rejoindre les membres de l'AES? Alors, vous savez que les membres de l'AES dans la composition actuelle sont les trois d'ailleurs. C'est ce que c'est l'Alliance des États du Sahel. Hein, effectivement, ce sont des États qui composent ce qu'on appelle l'Afrique de l'Ouest. Le Tchad, bien qu'étant dans le Sahel, est un pays de l'Afrique centrale. Et les regroupements ont toujours existé. Les États de l'AES avaient déjà un regroupement qui s'appelle le regroupement des États du Liptako-Gourmand. Et en réalité, donc, l'AES aujourd'hui n'est pas une structure nouvelle, n'est-ce pas? Et donc, les États peuvent se retrouver selon leur agenda, selon leur intérêt, se retrouver, échanger. Pour l'instant, en tout cas, nous n'avons pas d'explication ou de position par rapport à l'AES. Nous sommes bien où nous sommes et je pense que nous continuons à travailler avec l'ensemble des pays de la région de manière à résoudre les questions qui se posent à nous. Donc, en fait, il disait que ce n'était pas une priorité pour le pays. Est-ce que c'est une volonté qui est partagée au sommet de l'État aujourd'hui de rejoindre l'AES? Non, je ne pense pas que le Tchad ait un agenda défini pour rejoindre l'AES formellement. Mais le Tchad n'exclut pas de coopération ponctuelle, comme avec sa participation aux premières manœuvres militaires. Je crois que parce que l'enjeu sécuritaire fait que le Tchad et un pays comme le Niger, qui est dans l'AES, ont des intérêts communs. Mais je ne suis pas sûr que je suis d'accord avec ce que l'ambassadeur a dit sur le plan de l'adhésion formelle. Puisque vous savez, l'AES maintenant est devenue une institution avec une conférence de chefs d'État présidée aujourd'hui par le président Assimi Goïta, sans doute demain par Tchani ou Ibrahim Traoré. Le Tchad ne va pas rejoindre formellement, mais le Tchad ne va pas tourner le dos non plus à des coopérations ponctuelles avec les États de l'AES.